Et donc, ce nouveau DES de médecine générale et les nouveaux DES en général, qu'est-ce que ça a apporté, cette réforme? Donc, cette réforme, vous le savez, il y a 44 DES ou spécialités filiarisées. Il y a une disparition des DESC avec une apparition des options et des FST. L'élément important et fondamental, c'est un affichage pour toutes les disciplines d'une approche par compétence. Et je reviendrai là-dessus parce que justement, un peu l'inégalité des niveaux des différentes disciplines sur l'approche par compétence va peut-être apporter certaines difficultés, et en tout cas Olivier nous le développera, sur comment harmoniser, avoir un outil commun pour permettre que l'ensemble des disciplines puissent utiliser les mêmes outils. Il y a un accompagnement et une progressivité qui ont été instaurés dans le DES qui n'existaient pas auparavant, avec un contrat de formation, on parle de portfolio, et ce que, en tout cas, le Collège national des généralistes enseignants souhaite apporter, et qui correspond à une demande à la fois des institutions et des représentants d'étudiants, c'est l'harmonisation des procédures de formation et d'évaluation dans toutes les facultés pour un même DES. Il y a également, dans ce nouveau DES, la demande d'avoir une évaluation collégiale avec des commissions et des coordinations locales et régionales, avec des tâches et des missions qui ont été bien spécifiées dans les 2 arrêtés qui sont sortis cette année. Alors, l'élément important, en tout cas l'élément fort de cette réforme, c'est, je dirais, rattraper un retard de plus de 20 ans en France et en affichant une approche par compétence pour toutes les disciplines médicales à l'occasion d'une réforme des études médicales. On est très en retard parce que si on regarde un peu ce qui se fait à l'étranger, il y a depuis très longtemps un travail, une réflexion pour avoir ce qu'on écrit le CBME, le Competency Based Medical Education, avec l'OMS qui en 1978 appelait en disant revoyez un peu vos référentiels, revoyez un peu votre formation initiale pour former des médecins plus compétents, plus adaptés à répondre aux besoins de la population. L'Organisation européenne des enseignants de médecine, l'AMI, en 1999, a fait également les mêmes publications, les mêmes remarques, a proposé d'aborder une approche par compétence dans l'enseignement initial des études médicales. Et comme vous le savez, longtemps, on a pris en exemple nos collègues canadiens qui, dès le 2005, ont présenté, publié le premier CADMED. Et ce CADMED était vraiment l'exemple de comment écrire un référentiel compétences pour l'ensemble des disciplines médicales, chose qui n'existe pas en France. On n'a pas un référentiel compétences qui correspond à tous les métiers de médecin. Chaque discipline part actuellement pour écrire son référentiel. Pour ceux qui ne l'ont pas écrit, nous, on l'avait écrit déjà pour le précédent DES. Aux États-Unis également, la CGME a eu la même démarche et ils ont eux-mêmes fait leur référentiel compétences qui correspond à l'ensemble des métiers médecins. Les Anglais ont eu la même démarche en 2009 avec The Tomorrow's Doctors Initiative et ont publié également des données sur comment former des médecins et quel référentiel compétences on attendait à l'ensemble des praticiens en exercice. Enfin, les Canadiens ont revu leur CADMED en 2015 et ont proposé un nouveau CADMED amélioré, remanié. Et pour ça, il y a un certain nombre d'écrits, de littérature qui explicitent comment mettre en place une approche par compétences sur un territoire pour l'ensemble des disciplines. Ce travail-là n'a pas été fait en France. Alors pourquoi cette approche par compétences? Bien sûr, c'est pour améliorer la qualité des soins aux patients. C'était l'objectif de former des professionnels plus en adaptation, en adéquation à la demande et aux besoins de la population. Mais comme je l'ai écrit, ça se prépare. Et pour pouvoir aider et améliorer la qualité des soins, il y avait un travail à la fois réflexif, organisationnel, national qui aurait été nécessaire, et ce travail n'a pas été fait. On a une réforme, il faut la mettre en place, et Olivier probablement expliquera les difficultés de pouvoir mettre des outils communs alors que le niveau d'approche et de réflexion des différentes disciplines n'est pas du tout au même niveau. Alors nous, dans notre discipline, juste pour rappel, vous savez qu'on a écrit un certain nombre de référentiels. Je ne reviens pas sur cette diapo, mais ce travail-là, il était nécessaire. Un référentiel métier, un référentiel rôle, la loi HPST, un référentiel compétences, la Marguerite, la fameuse, un référentiel famille de situation, et où il y avait une cohérence
les principes étaient établis pour pouvoir mettre en place cette approche par compétences. Alors, il y a une réforme structurelle, vous savez, par la progressivité, cette diapo, je la passe, mais tout ça pour dire que nous, notre inquiétude, et je rappelle qu'il y avait un très grand nombre de participants à l'atelier d'évaluation de la fin de phase SOC, puisque c'est ce qui nous inquiète et c'est ce qui nous, surdétermine pour cette année pédagogique, comment nous allons évaluer avec quelle procédure nos internes en fin de phase socle. Et vous le savez, nous, pour le moment, dans notre maquette, on n'a pas la phase de consolidation, mais nous allons avoir un jour le DES à 4 ans, et cette phase de consolidation arrivera. Donc la maquette, vous la connaissez, je la passe rapidement. Donc cette maquette-là, elle est la maquette officielle, mais vous savez, par le fait de pouvoir monter en charge progressivement pour pouvoir proposer les stages de niveau 1 dans la phase socle, il y a une période transitoire qui a été mise dans les textes, dans la maquette officielle, dans l'arrêté, autorisant un stage de médecine polyvalente dans la phase socle à la place des urgences ou du stage de niveau 1, si ce n'était pas possible de le réaliser pour tout l'ensemble des facultés. Alors, pourquoi évaluer en fin de phase socle ? On a dit que c'était pour respecter les arrêtés, et nous sommes là pour respecter les arrêtés. L'élément important, c'est que ce n'est pas tellement une obligation pour nous, parce que c'est en adéquation avec l'approche par compétence, et dans cette approche par compétence, il est important de mesurer la progression de l'interne. Et l'objectif, puisque c'est écrit dans les textes, il faut établir et remettre à l'étudiant à la fin de la phase socle un contrat de formation qui est précisé, actualisable et vérifiable. L'objectif est de repérer en fin de phase socle les étudiants sans difficulté, les étudiants présentant certaines difficultés, les étudiants n'ayant pas le niveau novice requis, et ça c'est un travail qu'on a fait nationalement avec les réunions de l'ensemble des directeurs et des coordonnateurs de DES. On a eu à 2 occasions cette année au CNGE. On a réuni l'ensemble des directeurs et des coordonnateurs et on a produit un certain nombre d'éléments, d'attendus, de niveau que je vous détaillerai très rapidement dans les diapos suivantes. Et puis, bien sûr, l'objectif, c'est aussi de repérer des étudiants qui présentent des troubles qui ne permettront pas d'exercer la médecine générale pour ne pas continuer dans ce travers habituel, de laisser poursuivre des étudiants dont on sait qu'ils n'y arriveront pas jusqu'au bout et de les amener dans des situations humainement extrêmement douloureuses et difficiles, de leur faire croire qu'un jour, ils vont être en capacité d'exercer. Les objectifs de l'évaluation en fin de phase SOC, c'est de tenir compte de la progressivité, de faire le constat d'un niveau de compétence suffisant pour poursuivre sa maquette, et que si jamais il y avait un niveau limite sur certaines compétences ou familles de situations, on pourrait peut-être passer en phase d'approfondissement sous conditions, les conditions à vérifier et en tout cas à stipuler dans le contrat de formation. Pourquoi on a pris cet élément ? Parce que comme vous l'avez vu avec cette maquette transitoire, on crée quelque part des variabilités de maquette et qui a forcément son importance dans l'acquisition des compétences. On ne peut pas vérifier certaines compétences, on ne peut pas vérifier que l'étudiant est confronté à certaines familles de situations s'il n'a pas fait son stage de niveau 1 dans la phase socle. Et si le niveau est insuffisant, bien sûr, on a une possibilité, là on a ce décret, l'arrêté, nous permet de faire une prescription pédagogique, ce qu'on ne pouvait pas faire en amont. On trouvait des artifices pour l'invalider un stage, et avec les difficultés de dire « mais oui, mais si il a été présentiellement présent, il a travaillé, il a fait ses 4 mois, comment voulez-vous invalider ?» Et vous savez que vous êtes parfois confrontés aujourd'hui avec vos doyens à des décisions parfois difficiles, de dire on va invalider la maquette le stage du DES, alors que le maître de stage l'ont validé, et tout ça parce qu'il n'a pas produit les travaux, qu'il n'a pas atteint un niveau. La nouvelle maquette du DES nous autorise à cela. Donc il y a une évaluation qui n'est pas qu'une évaluation présentielle, c'est la vérification d'un niveau attendu de compétence qui permet de valider la phase. Et s'il y a un niveau insuffisant au bout de 2 ans, parce qu'on a le droit d'invalider à 2 reprises un semestre de la phase socle, l'étudiant devra être réorienté. Les procédures exactes et précises de la réorientation ne sont pas précisées dans les arrêtés. Comment évaluer ? À partir de la maquette, bien entendu. Comment ? En croisant les évaluations. Et l'élément important, on en a parlé dans l'atelier précédent sur l'évaluation de la fin de phase SOC, on a dit qu'il fallait valoriser, favoriser l'auto-évaluation dans le processus d'apprentissage, puisqu'on est quand même globalement dans une évaluation formative, et que de donner des outils critériés qui sont des outils de guidance permettent à identifier aux étudiants
les éléments sur lesquels ils vont être évalués et vont être jugés à la fin de la phase socle. Donc, les inclure dans un processus d'auto-évaluation est fondamental. L'évaluation en situation par les maîtres de stage avec des outils critériés sur des niveaux attendus de compétences à différents moments du stage. Et on avait, dans les travaux préliminaires de la réunion des directeurs de département, établi que s'il y avait au moins 3 temps dans le stage sur des familles de situations exemplaires en lien avec le type du recrutement des patients du service, ça permettrait de mesurer la progressivité sur des situations différentes avec peut-être des niveaux de complexité aussi variables et croissants tout au long du semestre. Bien sûr, évaluer les traces d'apprentissage du portfolio avec une grille critériée par les tuteurs serait un élément souhaitable. Et puis, l'évaluation de la pertinence de sa participation aux enseignements hors stage avec des outils adaptés par les autres enseignants serait également souhaitable. Et on a aussi précisé dans l'atelier précédent qu'il fallait tirer le bénéfice ou essayer d'exploiter ce que les étudiants pourraient produire en situation d'enseignement hors stage comme traces d'apprentissage qui permettent d'illustrer la construction de leurs compétences. Le référentiel compétences, on a dit que, en tout cas en fin de phase socle, on attendait pour ceux qui ont fait le stage de niveau 1 dans la phase socle, d'avoir au moins, de toute façon, un niveau novice pour l'ensemble des compétences, mais on pouvait se permettre d'attendre un niveau intermédiaire en fin de N1 pour un certain nombre de compétences, comme le premier recours, la relation communication avec une approche centrée patient et l'approche globale complexité. De même, on a identifié 4 familles de situations qui étaient particulièrement à travailler en stage, et donc les situations autour des patients souffrant de pathologies chroniques, les situations liées à des problèmes aigus prévalents non programmés, des situations liées à des problèmes d'urgence, et puis les situations où les problèmes sociaux sont au premier plan. Ces 4 familles de situations étant identifiées par le groupe de travail national, et on a suggéré qu'on devait particulièrement travailler ces familles de situations aussi bien en stage qu'hors stage. Et du coup, quand on a eu la réunion mercredi des directeurs de programme, on a vu que ces 4 familles de situations étaient logiquement intégrées dans le référentiel programme pour avoir des temps de travail hors stage sur ces familles de situations. Les modalités de prise de décision et contrat de formation, si le niveau est atteint, la phase socle est validée. Si certains descripteurs intermédiaires n'ont pas pu être observés, mais que tous les descripteurs novices sont présents, on pourrait laisser passer l'étudiant de la phase socle avec des prescriptions d'amélioration attendues avant la fin de la première année de la phase d'approfondissement. En gros, pour être clair, il n'a pas pu faire son stage de niveau 1, on ne peut pas témoigner d'un certain nombre de critères sur les compétences que j'ai citées préalablement ou les familles de situations. Mais on se dit, sous condition qu'il fasse son stage de niveau 1 et qu'on vérifie ce niveau, il pourra continuer. Dans l'atelier, très judicieusement, on m'a rétorqué que c'était bien, mais et s'il ne le faisait pas, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on l'a autorisé, on l'a validé, sa phase socle sous condition. Eh bien, il faut y réfléchir. Si les descripteurs novices ne sont pas tous présents, la phase socle ne peut pas être validée et un nouveau stage de 6 mois de la phase socle est prescrit. Parce que, rappelez-vous, dans ce qui a été dans les premières diapos, quels sont les stages qui peuvent permettre à l'étudiant de travailler la démarche diagnostique en ambulatoire? Est-ce qu'il se pose les bonnes questions? Est-ce qu'il a une bonne réflexivité en situation ou après la situation, autour des situations ambulatoires, si ce n'est le N1? Donc, s'il n'a pas pu faire le N1 en fin de phase socle, ça pose un problème. Mais s'il l'a fait et qu'il n'a pas les bons éléments, il a des difficultés, il paraît tout à fait logique de refaire un stage de niveau 1 pour travailler ses compétences, ses spécificités. Et là, la question qui pourrait se poser, qui n'a pas été posée en atelier, mais que je vous pose, c'est faut-il, dans ce cas-là, lui faire un stage de N1, il choisit parmi l'ensemble de l'offre des stages de niveau 1, ou est-ce qu'il faut lui cibler des sites de stage ambulatoires qui vont être particulièrement formateurs autour de la démarche? À nous de décider. S'il y a des carences graves ou des troubles ne permettant pas l'exercice de la médecine générale, eh bien sûr, une réorientation est demandée, ça a été déjà précisé. Pour les MSU, ça veut dire qu'il faut être formé pour évaluer à partir d'outils critériés sur les niveaux attendus de compétences, en situation authentique, sur les différentes familles de situations sélectionnées. Et donc,
il faut qu'on fabrique, il faut qu'on propose des outils standardisés, partagés, d'évaluation de situation. Ce travail-là reste à faire et il y a un appel un peu à la communauté. C'est un des chantiers de 2018. Il faut qu'on travaille pour ceux qui ont déjà quelques outils, l'Île-de-France, certains départements. Dans l'atelier, on a mis sur un site les outils qui étaient déjà à disposition. On va le génériquer, j'allais dire, à l'ensemble de la communauté enseignante. Et je pense qu'il faut qu'on y travaille tous pour construire nos outils d'évaluation critériés en situation. Pour les tuteurs, il faut être capable de donner un avis sur les niveaux attendus de compétences à travers les travaux d'écriture clinique. Mais là, le travail qui a été fait par Laurence, enfin coordonné par Laurence et l'ensemble de la communauté enseignante, ça va permettre d'avoir des grilles communes d'analyse des RSA et du portfolio. En tout cas, j'attends impatiemment la présentation de Laurence. Pour les enseignements hors stage et les enseignants hors stage, l'objectif, on l'a dit, on l'a vu dans la séance des directeurs de programme, l'objectif c'est d'accompagner les étudiants dans le travail hors stage, des situations de stage, c'est écrit dans les textes, il n'y a plus d'opposition entre les temps d'enseignement stage et hors stage, on part des situations vécues en stage et d'amener l'étudiant à réfléchir sur ce qu'il a fait ou n'a pas fait en situation, qu'il aurait pu ou aurait dû faire en situation, et d'insuffler une réflexion sur l'action, sur sa prise de conscience, de l'écart à l'idéal, de ses manques, des ressources nécessaires qu'il n'a pas eues à disposition et qu'il va trouver à l'issue de ses travaux facultaires, et remettre en question sa qualité de son propre agir en situation complexe. Les procédures de formation et d'évaluation dans notre approche par compétences sont enchâssées, et donc il n'y a pas de problème à dire que ces séances hors stage pourraient être l'objet qu'il y ait des temps durant ces séances d'aider à la production de traces commentées par l'étudiant. Il amène sa situation clinique vue en stage, on y travaille dans le temps facultaire, on essaye d'élaborer un processus de réflexion tel qu'il a été explicité là précédemment, et de là, l'étudiant doit intégrer ces éléments, doit dire ce qu'il en a déduit, il repart en situation, il dit ce qu'il arrive à mettre en situation mieux la prochaine fois devant une situation analogue, et on voit bien que la traçabilité de ça permet à la fois de témoigner de la construction de la compétence et d'avoir une trace supplémentaire dans le portfolio. Il faut, dans ce cas-là, si on est tous d'accord, partager cette révision de programme à l'ensemble des DMG. Donc, mise en place de la commission locale, se caler sur les procédures d'évaluation de fin de phase socle, vérifier un niveau attendu de compétences, validation de fin de phase, validation du DES, certification des compétences. On n'en a pas beaucoup parlé dans ce congrès. C'est pas qu'on oublie tout ce qu'on a fait depuis X années. On est toujours dans ce processus de certification, mais on a bien vu que nos priorités aujourd'hui vont à l'évaluation de fin de phase, à la mise en place de la nouvelle maquette, mais tout ça, c'est en cohérence. Et la validation des compétences ou la certification des compétences, dans le cas de la validation du DES, ne sont pas en opposition et sont même cohérents. Et il va falloir qu'on voit un peu ensemble sur les éléments décisionnels d'une validation de DES et en adéquation avec une certification des compétences. La question qui se pose, c'est avec quelle interface? Parce qu'on a besoin d'outils. On a besoin d'outils qui soient communs, puisque plus c'est commun, plus ça aide à l'harmonisation. Et puis, si quelque part, il y a une plateforme nationale qui est décidée, et avec une validation, quelque part, une labellisation institutionnelle, universitaire, il faut qu'on ait notre place, la médecine générale, sur cette plateforme, mais on va voir ensemble que pour avoir cette place, on ne voudrait pas revenir en arrière sur nos avancées pédagogiques. On a bien compris qu'il est important qu'on avance tous ensemble, toutes les disciplines, mais comment faire pour concilier, avoir un outil au service de nos choix pédagogiques qui permette de nous aider dans la validation des DES, dans le cadre de l'approche par compétences? Est-ce que nous allons en trouver une place sur la plateforme nationale? Je laisserai la parole à Olivier pour nous expliquer, Olivier Palombi, pour nous expliquer un peu à quoi on peut s'attendre. Bien sûr, à l'issue de tout ça, l'objectif, c'est le DEDM, la validation du DES et de la soutenance de thèse. Et puis, à un moment donné, il faudra qu'on réfléchisse un peu tous ensemble sur la remise de diplôme, parce que, quelque part, est-ce qu'il ne faut pas revenir à quelque chose d'un peu plus institutionnel, valorisant? Les étudiants ont fait un long parcours, on est de plus en plus exigeants en termes de critères de formation et d'évaluation. Peut-être que avoir une symbolique de la remise de diplôme pourrait être aussi un élément de réflexion que l'on pourrait avoir. Je remets ici, pour terminer, toute la littérature internationale qu'il y a sur la récente, sur la mise en place de l'approche par compétences, au moins sur le plan national, sur toutes les disciplines. Donc ce travail que nous n'avons pas fait en France.
Et puis, bien sûr, dans vos DMG, vous avez pu vous aider d'un certain nombre d'ouvrages qui sont très utiles pour pouvoir mettre en place l'approche par compétences. Je vous remercie.